Sans plus tarder, passons à la leçon introductive qui pour certains est une forme de révision, pour d'autres une mise à niveau. Dans tous les deux cas de figure, une façon de partir du bon pied et d'avoir un aperçu sur ce qui vous attend dans ce cours. En sciences sociales et humaines, il existe habituellement deux approches dominantes pour acquérir des connaissances scientifiques de nature empirique. L'approche de recherche qualitative et l'approche de recherche quantitative. En particulier, lorsqu'on parle de recherche quantitative, à quoi est-ce qu'on pense en général? Alors, juste un mot pour qualifier ce qu'est une recherche quantitative. Vous pouvez appuyer sur pause et répondre. Lorsqu'on parle de recherche quantitative, on pense à des chiffres, nombres, données, faits. En fait, la recherche quantitative s'appuie sur des données numériques, chiffrées, observées dans les faits dans le but de décrire et d'expliquer un phénomène quantifiable. En l'occurrence, une fois qu'on a fini d'exprimer les données sous forme numérique, il faut les traduire en information. Et c'est là qu'interviennent les statistiques. Au Canada, le pourcentage de fumeurs chez les adultes était de 25%. Eh bien, 25% décrit l'ampleur du tabagisme, phénomène qui peut être expliqué par ailleurs par le statut socio-économique. De même, énoncer qu'au Québec, 17% des filles du secondaire fument du tabac, comparativement à 15% des gars, c'est beaucoup plus précis et objectif que de dire il y a plus de filles que de gars qui fument, comme on dirait en recherche qualitative. En fait, les statistiques ont ceci de particulier qu'elles sont précises, pas d'ambiguïté, et objectives, au sens de consensus. Mais attention, précision ne signifie pas exactitude. La tentation est grande de croire que les chiffres garantissent l'exactitude de l'information. Or, on peut se tromper dans l'opération mathématique lors du calcul des pourcentages et même dans la mesure du phénomène. En particulier, on peut mal poser la question de fumer ou pas, de telle sorte qu'elle soit différemment comprise par les répondants. De même, objectivité ne signifie pas neutralité. Les chiffres sont construits par les chercheurs et sont obtenus par les biais de données dont la collecte peut être orientée dans un sens ou dans un autre. Par exemple, une fabrique de tabac peut commanditer un sondage où elle sous-estime le pourcentage de fumeurs atteints de cancer du poumon, alors qu'un organisme de défense des droits humains surestimerait ce pourcentage. Et donc, nous verrons que les statistiques peuvent être instrumentalisées à volonté et que donc, si objectives soient-elles, elles ne sont pas neutres. Au demeurant, le risque est grand de croire que la recherche quantitative se réduit aux statistiques. Il n'en est rien. En fait, des idées viennent en amont des statistiques. Et ces idées nous suggèrent un sujet à étudier, des questions à poser, des hypothèses à formuler, des variables à relier. De même, des idées viennent en aval des statistiques. Et ces idées nous amènent tout naturellement à interpréter les résultats statistiques de façon à leur conférer un sens scientifique, sociologique. Et donc, contrairement à une certaine idée reçue, les statistiques, ce ne sont pas que des chiffres. Elles exigent beaucoup de réflexion, de l'imagination sociologique, pour parler comme le sociologue Mills. Bref, c'est un processus qui requiert une construction de l'esprit qui s'inscrit dans une démarche scientifique comportant un certain nombre d'étapes. Eh bien, on va aborder aujourd'hui les 5 étapes d'une recherche quantitative en particulier, étant entendu qu'au niveau de chaque étape, la maîtrise des statistiques s'avère incontournable, notamment lorsqu'il s'agit de construire la problématique sous l'angle de l'approche quantitative ou de formuler une hypothèse et la traduire en des termes qui la rendent opérationnelle. Lorsqu'il s'agit également de collecter et d'analyser des données à l'aide de techniques statistiques appropriées et finalement d'interpréter les résultats qui en découlent de façon à faire parler les statistiques. Donc tout au long
nous essayerons de comparer la recherche quantitative et la recherche qualitative, étant entendu qu'on mettra le focus sur le quantitatif. Alors, commençons par la première étape qui consiste à construire la problématique. Construire une problématique consiste avant tout à spécifier le thème sujet, quel que soit par ailleurs le type de recherche. Mais d'où viennent les idées? On peut se référer aux théories en sciences sociales et humaines, puisqu'une théorie est un système constitué de concepts articulés entre eux et qui aident à expliquer et prédire des comportements. On peut penser que les concepts sous-jacents peuvent nous conduire à s'intéresser à certains sujets plutôt que d'autres. De même, on peut lire toutes sortes de travaux qui fournissent des informations et ces lectures peuvent nous amener à vouloir répliquer ces informations dans d'autres situations cas. Alors, pour illustrer comment on peut à la fois s'inspirer de lectures et de théories, je vais partir d'un exemple. Il s'agit d'une étude que j'avais menée en première année de sociologie à l'université de Saint-Louis du Sénégal dans le cadre de ce qu'on appelle là-bas dossier de recherche, une sorte de mini-mémoire pour des sociologues débutants. En fait, j'avais lu un auteur qui parlait de l'absentisme scolaire en France comme étant le résultat de la rigueur du système et non d'une volonté délibérée des étudiants. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas appliquer cette problématique au cas du département de sociologie? Et pour supporter cette problématique, j'ai invoqué une théorie que je venais fraîchement d'assimiler, l'analyse stratégique de Crozier. Je ne sais pas si vous connaissez cette théorie. Il s'agit d'une théorie qui relève du paradigme individualiste et qui est une référence incontournable en sociologie des organisations et en management. Alors, selon l'approche théorique de l'analyse stratégique de Crozier, chaque fois qu'un système organisationnel est contraignant, les acteurs ont tendance à développer des stratégies pour s'en affranchir, autrement dit pour s'affranchir du caractère contraignant de l'organisation. Justement, après avoir passé le questionnaire, analysé les données avec les moyens de bord, à l'époque c'était une analyse manuelle, je me suis rendu compte que le fait de chercher les cours s'expliquait par la lourdeur du système d'enseignement. Rien qu'en première année, on avait à faire 2 dossiers de recherche, donc 2 mini-mémoires, sans compter qu'il y avait beaucoup de cours à suivre. Bien sûr, les statistiques, la démographie, l'économie, la science po, la psychologie, mais aussi les disciplines de base comme l'introduction à la sociologie, la méthodologie de la recherche. Et donc, pour s'en sortir, les étudiants étaient obligés de chercher les cours. Et les étudiants qui étaient réguliers l'ont payé d'une façon ou d'une autre. Moi, par exemple, j'ai développé une forme d'insomnie dès la première année et ça me poursuit jusqu'à ce jour. C'est à croire que j'ai pas été assez intelligent comme les autres pour développer des stratégies et m'en sortir. Également, on peut vouloir chercher des réponses à des problèmes pratiques qui nous préoccupent en tant qu'individus vivant en société. Quoi qu'on puisse dire de l'importance de l'objectivité en recherche quantitative plus qu'en recherche qualitative, le sociologue ne peut pas s'exclure de sa vision de la société, de ses valeurs. C'est l'exemple d'un étudiant qui se bat pour améliorer le sort des minorités visibles en menant une recherche sur l'immigration en lien avec les inégalités sociales. Et donc, si vous êtes engagé en faveur de votre communauté, en faveur d'une cause, n'hésitez pas à s'intéresser à des sujets qui viennent vous chercher en tant que quelqu'un désireux de faire bouger les choses. Et finalement, on peut s'inspirer d'observations simples de la vie quotidienne. En fait, le sociologue est un observateur perpétuel de son environnement immédiat, de son environnement sociétal. Le sens commun observe également le réel. Nos papas, nos mamans, nos frères, nos sœurs observent et analysent le phénomène du piercing chez les jeunes. Mais qu'est-ce qui nous distingue du sens commun? Le sens commun fait preuve de sociologie savante. En l'occurrence, en tant que scientifique du social et de l'humain, nous devons aller au-delà
de ce que nous observons pour tenter de décrire et d'expliquer les phénomènes avec rigueur et méthode, celle de la démarche scientifique. Et à ce propos, il me plaît de citer une affirmation de Durkheim, le père de la sociologie, qui disait ceci en substance: la réflexion est antérieure à la science qui ne fait que s'en servir avec plus de méthode. En fait, les gens ont réfléchi avant, mais nous, en tant que scientifiques du social et de l'humain, nous le faisons avec méthode, celle de la méthode quantitative, par exemple, impliquant l'usage des statistiques. Et à ce titre, il est très important de spécifier le but de la recherche en des termes quantitatifs. Pourquoi? Parce que cela détermine les techniques statistiques à utiliser. Si le but est de décrire l'ampleur d'un phénomène comme le tabagisme, on utilise les distributions de fréquences, de façon à connaître, par exemple, le pourcentage de fumeurs. Pour la représentativité, eh bien, on utilise les mesures de tendance centrale de façon à connaître le nombre moyen de cigarettes fumées par jour. Pour la variabilité, on utilise les mesures de variation de façon à connaître la dispersion, l'écart typique autour du nombre moyen de cigarettes fumées. On peut vouloir aussi savoir si deux variables sont associées ou pas, statistiquement parlant. La présence de l'instruction est accompagnée de la présence du revenu. Autrement dit, lorsque l'instruction augmente, le revenu augmente proportionnellement. Si les variables instruction et revenu sont de nature qualitative, eh bien, on utilise les techniques basées sur la dépendance, en l'occurrence le tableau croisé et l'équicarré. Si la variable revenu est quantitative, la variable instruction qualitative, on utilise les techniques de différence, en l'occurrence le test et l'analyse de variance. Si les deux variables sont plutôt quantitatives, on utilise les techniques de corrélation et de prédiction. Alors, dans le cadre de ce cours, on abordera essentiellement les statistiques univariées et bivariées qui permettent en l'occurrence de décrire les caractéristiques des participants à une étude, mais aussi d'analyser l'association statistique entre deux variables. Étant entendu qu'on peut aller beaucoup plus loin, mettant en évidence une relation causale entre deux variables. Précisément, la performance des travailleurs ne peut en aucune façon intervenir sans un niveau de motivation conséquent. Étant entendu qu'il faut contrôler l'effet de certaines variables parasites comme l'âge, le type d'entreprise. Et donc, on ne peut conclure de façon convaincante à une relation causale que lorsque le niveau de motivation et la performance sont reliés, même après avoir éliminé, supprimé, contrôlé l'effet de variables additionnelles comme l'âge, le type d'entreprise. Mais vous aurez compris que ça prend de l'analyse multivariée, ce qui n'est pas couvert par ce cours. Vous verrez l'analyse multivariée dans un cours plus avancé, en particulier dans le SOL 2020. Pour se donner un but de recherche, il faut traduire le sujet en des termes problématiques. Comment? Eh bien, en formulant une question générale de recherche qui va guider la revue de la littérature. En particulier, vous vous présentez à la bibliothèque muni de cette question générale et vous faites la recension des écrits. Autrement dit, la recension de tous les facteurs explicatifs évoqués dans la littérature. Évidemment, ici, il sera important d'avoir des connaissances en statistiques, puisqu'il faut savoir interpréter les résultats statistiques dans la littérature. Et donc, une fois que vous avez fini de recenser et de faire la synthèse des facteurs explicatifs, bien vous dégagez quelques critiques. Autrement dit, vous critiquez la littérature. Par exemple, on peut se rendre compte que le statut socio-économique n'a pas été suffisamment évoqué dans la littérature, en particulier chez les jeunes Québécois. Donc, à partir de ces critiques, on peut formuler une question spécifique. Autrement dit, on peut spécifier notre problématique du genre. La consommation de drogue est-elle liée au statut socio-économique chez les jeunes Québécois âgés de 15 à 24 ans? Et cette question spécifique va orienter la collecte et l'analyse empirique des données. Et donc, contrairement à la recherche qualitative qui effectivement formule des questions plus ou moins vagues,
Eh bien, en recherche quantitative, on doit spécifier la question de recherche. Elle doit être très précise. Eh bien, la problématique n'est rien d'autre que passer de la question générale de recherche à la question spécifique, du problème social au problème sociologique. Quelle est la différence entre problème social et problème sociologique? En particulier, prenons la consommation de drogue. En quoi la consommation de drogue est-elle un problème social? En fait, les gens qui consomment de la drogue courent le risque de présenter des troubles de santé mentale. Et lorsqu'il y a ampleur des troubles de santé mentale, ça prend des coûts. Qui va supporter les coûts? Eh bien, c'est le gouvernement et donc la société de manière générale qui va supporter les coûts qui sont associés à ces troubles mentaux. Mais aussi, les gens qui consomment de la drogue courent le risque de s'auto-exclure de la société. Or, la société a horreur que ses membres s'excluent d'elle-même. Donc, voilà en quoi la consommation de drogue pose problème à la société. Et par conséquent, un problème social, c'est un problème qui se pose à la société. Et donc, lorsqu'on cherche à mettre en perspective scientifique, sociologique, un tel problème social, eh bien, on pose un problème sociologique. Autrement dit, lorsqu'on cherche à décrire la consommation de drogue, à expliquer pourquoi certains s'adonnent à la consommation de drogue contrairement à d'autres, là, on pose un problème sociologique. Au départ de toute étude, explicitement ou implicitement, il y a un problème social que l'on tente de mettre en perspective sociologique en posant un problème sociologique. Quelques exemples qui illustrent comment passer de la question générale à la question spécifique. Par exemple, lorsqu'on s'intéresse à la description du profil socio-démo-économique des personnes souffrant d'une dépression majeure et qu'on a fini de recenser les caractéristiques évoquées dans la littérature, on peut vouloir spécifier notre problématique en mettant le focus sur le statut socio-économique et la solitude, de façon à décrire les caractéristiques spécifiquement des personnes âgées dépressives. Qu'est-ce qui prédispose certains à fréquenter les musées contrairement à d'autres? C'est une telle question générale de recherche qui a amené Bourdieu, après avoir recensé les facteurs explicatifs, à s'intéresser spécifiquement à la classe sociale, en particulier dans le cadre d'une étude portant sur les pays européens. Et finalement, on va s'intéresser à l'étude de Durkheim sur le suicide, qui est un problème pathologique, caractéristique des sociétés modernes. Durkheim, qui est le père de la sociologie, va commencer par recenser toutes les causes possibles du suicide, en tout cas toutes les causes qui ont été émises dans la littérature. Autrement dit, des causes d'ordre social, biologique, psychologique et même racial, pour ensuite spécifier sa problématique en se concentrant sur une cause d'ordre social, en l'occurrence le degré de cohésion sociale. Le suicide est-il proportionnel au degré de cohésion sociale dans les pays européens? Autrement dit, est-ce que le degré de cohésion sociale explique la propension au suicide dans les pays européens? Une fois qu'il a fini de formuler sa question spécifique de recherche, Durkheim va chercher à y répondre de cette façon. Le suicide varie en fonction du degré de cohésion sociale. Précisément, plus le degré de cohésion sociale est important dans les pays, plus la propension au suicide diminue. C'est ce qu'on appelle une hypothèse de recherche dont la formulation est la deuxième étape en recherche quantitative. Elle est incontournable en recherche quantitative. Par contre, en recherche qualitative, on peut se passer de la formulation d'une hypothèse de recherche. Et donc, l'hypothèse de recherche peut être formulée aussi en termes d'objectifs, mais elle doit être affirmative, autrement dit, toujours formulée au présent. Elle doit être également productive, autrement dit, elle doit pouvoir contribuer à l'avancement des connaissances. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est toujours important de faire la recension des écrits, de façon à mettre en évidence des aspects qui ont été moins bien étudiés, de façon à en dégager une problématique spécifique. Mais aussi, l'hypothèse de recherche doit pouvoir être vérifiable sur le terrain. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle découle de ce qu'on appelle la démarche déductive. Donc, la démarche déductive
consiste à partir d'une théorie à chercher à confirmer ou infirmer une hypothèse dans les faits. Donc, on part du général au particulier. Donc, c'est tout à fait le contraire de ce qu'on appelle la démarche inductive, qui est le propre de la recherche qualitative. Donc, la démarche inductive consiste à partir des faits observés, des faits idiographiques, à en induire des théories à moindre portée, pour parler comme le sociologue Merton. Et donc, dans le cas de la démarche inductive, on part du particulier au général. Et par conséquent, la recherche quantitative est une recherche à dominante confirmatoire, alors que la recherche qualitative est plutôt à dominante exploratoire. Pour que l'hypothèse de recherche conduise directement à la collecte des données, il faut se donner un cadre d'analyse, de façon à traduire l'hypothèse de recherche en des termes qui la rendent intelligible. C'est l'objet de ce qu'on appelle l'opérationnalisation. Donc, le premier niveau consiste à schématiser la relation étudiée en mettant en évidence, par exemple, ce qu'on appelle la variable dépendante. Ici, le suicide. Donc, la variable dépendante, c'est la variable dont on veut expliquer la variation en fonction d'une autre variable qui se trouve être la variable indépendante. Donc, la variable dépendante, c'est la variable qui dépend de la variable indépendante. Et la variable indépendante, c'est la variable qui explique la variable dépendante. Étant entendu, bien sûr, qu'on peut représenter cette relation entre le degré de cohésion sociale et le suicide par un modèle mathématique du genre le suicide Y est fonction du degré de cohésion sociale X. Alors, la variable dépendante, c'est la variable centrale de l'étude, c'est la variable la plus importante. Alors que la variable indépendante peut être soit désignée, soit manipulée. Alors, on va revenir tout à l'heure sur ces concepts de désigner et de manipuler. Étant entendu, bien sûr, qu'on peut contrôler la relation entre le degré de cohésion sociale et le suicide, en impliquant des variables contrôle. En fait, c'est ce qu'a fait Durkheim en impliquant les troubles psychiques, la race en l'occurrence, de façon à s'assurer que ces variables n'influent pas dans la relation. Évidemment, ça prend l'analyse multivariée, encore une fois, que vous verrez dans un cours plus avancé. Le deuxième niveau d'opérationnalisation a été formalisé par un sociologue Lazarsfeld, qui est le père de la sociologie quantitativiste américaine, pour avoir été le premier à définir de façon concrète et rigoureuse comment passer des concepts aux indicateurs et éventuellement aux indices. La particularité de la recherche quantitative, c'est qu'elle travaille sur la base de concepts précis, opératoires, comparativement à une recherche qualitative où on peut se contenter de concepts plus ou moins vagues. En particulier, nous savons que les concepts étudiés par les chercheurs reviennent si souvent dans le cours des conversations quotidiennes qu'il est important de spécifier le sens que nous leur conférons dans le cadre de nos études. Précisément, en sciences sociales et humaines, on travaille sur des concepts et non sur des notions. Quelle est la différence entre notion et concept? Une notion, c'est un terme fourre-tout. Autrement dit, elle inclut toutes les significations possibles d'un terme, alors que pour un concept, on fait un choix parmi les significations possibles d'un terme de façon à spécifier le sens qu'on lui confère. En particulier, si nous revenons à l'étude de Durkheim, il commence par conceptualiser. Donc, il définit le suicide en ces termes, tout acte de mort résultant directement ou indirectement de l'action d'un individu qui se sait devoir produire ce résultat. Donc, on voit ici que le suicide, ça prend une intention, mais aussi le suicide peut être par personne interposée. Sauf que le concept ne s'observe pas directement. Pour pouvoir l'observer, il faut le décomposer en dimensions, les dimensions en indicateurs et éventuellement les indicateurs, les combiner en indices. En l'occurrence, par rapport au suicide, qui est la variable dépendante, la variable la plus importante, on peut avoir comme dimension le suicide dans les pays européens et surtout, qu'est-ce qui indique la présence d'un suicide? Ça peut être le taux de suicide par pays ou le nombre de suicides par pays. C'est ce qu'on appelle indicateur. Donc, un indicateur, c'est un signe observable et mesurable d'un concept. Étant entendu que pour le degré de cohésion sociale, on a ici 3 dimensions.
Et la dimension religion peut s'observer, mesurer à travers le nombre de clergés, l'appartenance religieuse, et ainsi de suite. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les statistiques ne comprennent que le langage des indicateurs. Étant entendu, bien sûr, qu'on peut combiner les indicateurs de façon à créer un indice de cohésion sociale. Alors, Durkheim n'a pas créé d'indice, mais il aurait été possible, effectivement, de combiner les différents indicateurs de façon à obtenir une statistique, autrement dit, un indice de cohésion sociale. Alors, c'est très fréquemment utilisé chez les psychologues, donc ils parleraient d'échelle, de mesure. Donc, les statistiques opèrent à travers des indicateurs. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est toujours important de savoir passer des concepts aux indicateurs. Alors, on va s'exercer ensemble à identifier les variables indépendantes et dépendantes, mais aussi les indicateurs des variables. Le statut socio-économique influe sur la consommation de drogue chez les jeunes Québécois âgés de 15 à 24 ans. La variable dépendante ici, c'est la consommation de drogue, autrement dit, c'est la variable dont on va expliquer la variation par l'autre variable qui se trouve être ici le statut socio-économique, soit la variable indépendante. Quels sont les indicateurs possibles de la variable consommation de drogue? Et on peut avoir le fait de consommer oui ou non de la drogue, ou bien la quantité de drogue consommée. Pour le statut socio-économique, les indicateurs possibles, ça peut être le nombre d'années de scolarité, ou bien le revenu en dollars. La fréquentation des musées d'art européens dépend de la classe sociale en termes de niveau d'éducation. Donc la variable dépendante, c'est fréquentation des musées. La variable dont on cherche à expliquer la variation en fonction du niveau d'éducation, qui se trouve être ici la variable indépendante. La fréquentation des musées d'art peut être mesurée par le nombre de visites dans les musées, ou bien le fait de fréquenter ou pas les musées, alors que le niveau d'éducation peut être mesuré en termes de nombre d'années de scolarité ou en termes de niveau primaire, secondaire, postsecondaire. Chaque fois que vous avez des termes du genre influx, affect, influence, eh bien le premier terme est la variable indépendante et le deuxième terme la variable dépendante. Par contre, chaque fois que vous avez des termes du genre dépend, varie et fonction, le premier terme est la variable dépendante et le deuxième terme la variable indépendante. Et finalement, les personnes âgées ayant une dépression manifestent un faible statut économique et une solitude importante. Alors ici, ce n'est pas une relation bivariée, c'est plutôt une analyse univariée, donc qui porte sur deux variables clés, le statut socio-économique et la solitude. Le statut socio-économique, on peut le mesurer par le revenu en dollars. La solitude, on peut la mesurer par le fait de se sentir seul ou pas. Une fois qu'on a fini de formuler l'hypothèse de recherche et de la traduire en des termes qui la rendent opérationnelle, eh bien, il faut passer à la collecte des données. C'est la troisième étape d'une recherche, notamment quantitative. À cet effet, on a principalement deux types de données, primaires et secondaires. Les données primaires, ce sont les données que le chercheur a produites selon son protocole de recherche. En particulier, supposons qu'on s'intéresse à la relation entre le genre de film visionné et les comportements violents chez les ados. Alors, on peut prendre un groupe d'ados, on leur administre un film soft, on prend un autre groupe d'ados, on leur administre un film plutôt violent et on observe leur comportement violent sur une longue période, par exemple. Donc ici, la variable indépendante est manipulée, puisqu'on peut interchanger les groupes de façon à avoir l'effet du visionnement de films sur les comportements supposément violents des ados. Donc, lorsqu'on est en mesure de manipuler la variable indépendante, comme sur cet exemple, on est dans ce qu'on appelle l'expérimentation. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'on s'intéresse à la relation entre le sexe et les comportements violents? Est-ce qu'on peut interchanger les valeurs de sexe? Autrement dit, est-ce qu'on peut dire aux hommes, maintenant vous êtes des femmes, on va observer vos comportements, et les femmes, maintenant vous êtes des hommes, on va observer vos comportements? Non. Tout ce qu'on peut faire, c'est de désigner les hommes comme étant des hommes, désigner les femmes comme étant des femmes et leur poser des questions sur leur comportement supposément violent. Eh bien, on est dans ce qu'on appelle l'enquête par questionnaire.
Autrement dit, lorsqu'on n'est pas en mesure de manipuler la variable indépendante, lorsqu'on est en mesure seulement de la désigner, on est dans l'enquête par questionnaire. Étant entendu qu'il est important de toujours préciser le débit de recherche, en particulier lorsqu'on collecte des données primaires. Étant entendu qu'il est souvent fastidieux de collecter des données primaires, ça coûte cher. Donc c'est la raison pour laquelle parfois on peut vouloir utiliser plutôt des données qui préexistent aux chercheurs, mais dont il se sert pour pouvoir répondre à sa question de recherche. Alors généralement, on va trouver ces données secondaires dans des banques de données statistiques. Alors très important de savoir que derrière l'enquête par questionnaire, il y a un raisonnement sous-jacent. C'est qu'on pense que pour étudier un phénomène social, on peut interroger l'individu, puisque celui-ci fait partie d'un tout qui influe sur ses façons d'agir, de penser et de sentir. C'est ce que j'appelle principe épistémologique. De même, les tendances majoritaires qui se dégagent d'une fraction d'individus sondés peuvent fournir des informations qui aident à décrire et expliquer un phénomène. Le principe théorique est finalement les informations qui sont obtenues d'un échantillon constitué de façon appropriée peuvent être généralisées à la population dont est issu cet échantillon. Principe statistique. Voilà donc 3 principes qui sont au fondement de l'enquête par questionnaire et qui justifient par ailleurs l'usage des statistiques. Étant entendu qu'on peut accéder aux données secondaires auprès des organismes qui les produisent, en l'occurrence Statistique Canada et l'Institut de la statistique du Québec. Mais souvent, il est très difficile d'accéder aux données secondaires chez ces producteurs parce que l'accès est souvent payant. Si ce n'est pas payant, le protocole d'accès est tellement lourd qu'on va finalement préférer surtout se rabattre auprès des distributeurs. En particulier, le Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale reçoit assez souvent des étudiants qui travaillent sur des données que le centre gère lui-même. Sauf que les données sont souvent protégées et on doit être sur place pour pouvoir les analyser, ce qui n'est pas très pratique. Par contre, on peut se servir d'un système de gestion de données comme ODESI, donc qui est le système de l'Université de Montréal, qui inclut beaucoup de données en lien avec une pluralité d'études. En particulier, si on s'intéresse au tabagisme, on a juste à taper tabac, par exemple, ou consommation de tabac, dans le moteur de recherche et automatiquement, le système nous sort une pluralité de bases de données en lien avec des études. Personnellement, c'est l'outil que j'utilise le plus souvent pour pouvoir accéder gratuitement à des données statistiques. Une fois qu'on a fini de collecter des données, qu'elles soient primaires ou secondaires, il faut les analyser de façon à vérifier le bien fondé de l'hypothèse. En l'occurrence, lorsque l'analyse porte sur une seule variable ou bien sur plusieurs variables mais qui ne sont pas mises en relation, on fait de l'analyse univariée. Lorsqu'on s'intéresse à l'effet du sexe sur le revenu bivarié, l'effet du sexe et de l'instruction sur le revenu multivarié. Étant entendu, bien sûr, que lorsque l'analyse est effectuée en fonction des hypothèses de départ, des objectifs de la recherche, on fait de l'analyse principale. Pour revenir à l'étude de Durkheim, l'analyse de la relation entre cohésion sociale et suicide relève d'une analyse principale, alors que lorsqu'il analyse la relation entre des variables sociodémographiques comme le sexe, l'âge et le suicide, il fait plutôt de l'analyse secondaire. Bien sûr, l'analyse principale est l'analyse la plus importante en recherche quantitative. C'est d'ailleurs l'une des principales reproches adressées à la recherche quantitative. On part d'un cadre d'analyse, ensuite on récolte des données, on les analyse en fonction de ce cadre, de telle sorte qu'il n'y a aucune surprise. Alors qu'en recherche qualitative, c'est beaucoup plus ouvert en termes d'analyse.
Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que même si l'analyse principale est l'analyse la plus importante en recherche quantitative, il faut toujours compléter par l'analyse secondaire. Parce que l'analyse secondaire permet en particulier d'obtenir des résultats insoupçonnés émergents. C'est d'ailleurs ce que le sociologue Merton appelle serendipity. Donc, c'est la possibilité de découvrir des hypothèses insoupçonnées, émergentes, et cette possibilité ne peut apparaître que dans le cadre de l'analyse secondaire. Et donc, ne négligez pas l'analyse secondaire, même si le focus est mis sur l'analyse principale. Pour ce qui est des techniques d'analyse statistique proprement dites, ce sera l'objet de ce cours. On va quand même les passer en revue assez rapidement. Simplement retenir que la première étape d'une analyse statistique est ce qu'on appelle l'analyse descriptive, qui consiste simplement à décrire les données d'échantillons, étant entendu que l'analyse descriptive peut porter sur une variable ou bien sur deux variables. Donc, une fois qu'on a fini de décrire les caractéristiques des participants d'une étude à l'aide de l'analyse descriptive, il faut chercher à inférer, généraliser les résultats à la population dont est issu cet échantillon. C'est la deuxième étape d'une analyse statistique. On parle d'analyse inférentielle, donc qui peut être au sujet d'une variable ou de deux variables. Autant de techniques d'analyse statistique que nous aborderons dans le cadre de ce cours. Une fois qu'on a fini d'analyser les données, il faut interpréter les résultats statistiques qui en découlent. En fait, les statistiques n'ont pas un pouvoir interprétatif. Il faut les faire parler. C'est la cinquième étape d'une recherche quantitative, en l'occurrence l'interprétation des résultats, qui constitue en quelque sorte l'aboutissement de tout processus de recherche. En l'occurrence, en recherche quantitative, il faut différencier deux formes d'interprétation, statistique et théorique. L'interprétation statistique consiste à présenter les résultats obtenus à l'aide des techniques statistiques, précisément à mettre en évidence ce que disent les chiffres et ce qu'ils suggèrent. En l'occurrence, lorsqu'on s'intéresse à la relation entre le sexe et le revenu, on peut interpréter les résultats du test T de ce genre. Le test T suggère qu'en 2006, les hommes avaient un revenu supérieur à celui des femmes au Canada. Voilà une façon d'interpréter statistiquement les résultats. Alors, ne soyez pas intimidés par les valeurs de T et de P. Donc, nous verrons que c'est juste des statistiques qui permettent de conclure à l'existence ou pas d'une différence ici entre hommes et femmes quant au salaire. Une fois qu'on a fini d'interpréter statistiquement parlant les résultats, il faut les faire parler, expliquer, discuter les résultats statistiques, de façon par exemple à faire ressortir leur véritable sens. Lorsqu'on met en évidence le pourquoi d'une conclusion, on fait de l'interprétation théorique. Puisque tout le cours repose sur l'interprétation statistique, alors assez rapidement, on va parcourir quelques éléments de l'interprétation théorique, en commençant par comparer les résultats obtenus par rapport aux résultats attendus. Étant entendu qu'on peut avoir des découvertes positives ou négatives. Lorsque les résultats obtenus correspondent aux résultats attendus, c'est-à-dire aux hypothèses de départ, on a des découvertes positives. Dans ce cas, le chercheur doit donner des arguments explicatifs. En l'occurrence, l'hypothèse de disparité salariale selon le genre est confirmée. Comment l'expliquer? Autrement dit, comment expliquer qu'il y ait une différence entre hommes et femmes par rapport au salaire? On peut l'expliquer par exemple, la discrimination sur le marché du travail. Donc, historiquement, les femmes ont toujours été discriminées par rapport aux hommes, même si les choses changent de plus en plus. Mais aussi, on peut expliquer cette inégalité par la théorie de la socialisation. On sait que la socialisation fait de telle sorte que les femmes investissent certains types d'emplois qui sont peut-être moins bien rémunérés, alors que les hommes investissent en général des emplois qui sont très bien rémunérés. Lorsque, par contre, les résultats obtenus s'écartent nettement des résultats escomptés,
on obtient ce qu'on appelle des découvertes négatives. Et bien, dans ce cas, le chercheur doit expliquer l'écart. En l'occurrence, par rapport à la relation entre le sexe et le revenu, si l'hypothèse était plutôt infirmée, on pourrait l'expliquer par des problèmes peut-être d'ordre méthodologique qui ont fait de telle sorte qu'on n'a pas reproduit la relation. Par exemple, l'échantillon peut ne pas être représentatif de la population. Deuxième élément d'interprétation théorique, évaluer la crédibilité des résultats tirés de l'analyse des données de l'échantillon. En l'occurrence, est-ce qu'on peut avoir confiance aux réponses fournies par les répondants? Alors, souvent, lorsque les gens répondent à des questions, ils ont tendance à se donner une meilleure image d'eux-mêmes, ce qu'on appelle effet de désirabilité sociale. Par exemple, nous savons que les hommes, en général, ont tendance à exagérer leurs revenus. Cela peut contribuer à amplifier l'écart entre hommes et femmes quant aux revenus. Mais aussi, dans le cas des vies expérimentales, il peut y avoir ce qu'on appelle un effet placebo. Alors, supposons qu'on vérifie l'efficacité d'un nouveau médicament contre la COVID-19. Alors, on peut simplement prendre un médicament qui n'est pas efficace, donc n'importe quel médicament qui n'est pas efficace, qui n'est pas dangereux, faire croire aux patients qu'il s'agit d'un médicament efficace pour qu'effectivement l'individu, le patient, réponde positivement au médicament, ce qu'on appelle effet placebo. Donc, il faut s'assurer effectivement qu'il n'y ait pas des effets de désirabilité sociale ou placebo qui viennent remettre en cause la crédibilité des résultats. Autrement, on obtiendrait une erreur biaisée de mesure. Mais aussi, est-ce qu'on peut avoir confiance au sondage lui-même et au défi expérimental? En l'occurrence, il faut s'assurer que les questions qui sont posées aux participants ne sont pas imprécises ni orientées, que les répondants comprennent les questions de la même façon, mais aussi s'assurer que les conditions expérimentales sont les mêmes pour, par exemple, des participants à un groupe expérimental. Mais aussi poser la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas des variables intermédiaires ou antécédentes qui ont pu confondre la relation qui est étudiée. En particulier, dans le cas de l'étude de Durkheim sur les suicides, il a impliqué des variables contrôle comme les troubles psychiques, la race, précisément des variables parasites, qu'il va chercher à contrôler afin de s'assurer que c'est bel et bien le degré de cohésion sociale qui explique la propension au suicide. Autant d'éléments qui permettent d'évaluer la validité interne d'une étude. Étant entendu que lorsqu'on cherche à évaluer le caractère généralisable ou pas des résultats d'un échantillon à la population dont est issu cet échantillon, on évalue ce qu'on appelle la validité externe de la recherche. Étant entendu qu'il sera très important de s'assurer que l'échantillon est de type aléatoire. Autrement dit, tous les individus de la population doivent avoir la même chance de faire partie de l'échantillon, ce qu'on appelle un échantillon aléatoire. Alors, nous reviendrons sur ce concept plus tard. Juste retenir que lorsque l'échantillon n'est pas aléatoire, on a tendance à obtenir un échantillon qui n'est pas représentatif de la population. Par conséquent, on commettrait une erreur biaisée d'échantillonnage si on utilise ce type d'échantillon dans le cas de la généralisation des résultats d'un échantillon à la population. Étant entendu bien sûr que la taille de l'échantillon aussi, elle doit être suffisamment grande pour que les caractéristiques de l'échantillon se rapprochent de celles de la population. De même, la structure de l'échantillon doit être plus ou moins similaire à celle de la population. En fin de compte, s'assurer que les conditions de l'observation, que ce soit la situation d'enquête ou la situation expérimentale, ne viennent pas influer négativement sur la représentativité des résultats. Voilà donc ce qui est l'interprétation théorique des résultats. Alors ici, je récapitule pratiquement tout ce que je viens de dire. Au départ de toute étude, notamment quantitative, il y a un problème social que l'on cherche à mettre en perspective scientifique en posant un problème sociologique ou une hypothèse de recherche. Lorsque la question de recherche est de nature descriptive, on utilise des statistiques univariées qui vont aider à décrire les caractéristiques de
l'échantillon. Étant entendu, bien sûr, que ultimement, on cherche à généraliser ces statistiques à la population. Lorsque la question est plutôt de nature relationnelle, on utilise des statistiques bivariées qui s'interprètent en termes d'association statistique entre deux variables. Mais attention, ce n'est pas parce qu'une variable indépendante est associée statistiquement parlant à une variable dépendante que la variable indépendante est la cause. Pour pouvoir interpréter une relation en termes de causalité, il faut utiliser les statistiques multivariées de façon à procéder à ce qu'on appelle au diagnostic causal, ce que vous verrez dans un cours plus avancé. Donc, une fois que vous avez fini d'obtenir des résultats résumés, il faut les interpréter. Autrement dit, il faut leur conférer un sens sociologique ou théorique en faisant un retour sur la problématique. Autrement dit, il faut revenir sur des auteurs qui appuient votre hypothèse, ainsi confirmer, et aussi faire un retour sur la méthodologie, de façon à mettre en évidence s'il n'y a pas de limites méthodologiques en termes de validité interne ou externe, de façon finalement à dégager par la suite des perspectives de recherche. Ici, je récapitule un peu des éléments de différenciation entre la recherche quantitative et la recherche qualitative, pour ce qui est de l'origine épistémologique, la visée scientifique, le rapport objet-sujet, raisonnement, objet d'étude, procédure technique, type de question, échantillonnage, échantillon, type d'information, mesure, type d'analyse de résultat, but ultime. Donc, j'essaie un peu de systématiser tout ce que je viens d'avancer par rapport à la recherche quantitative essentiellement, mais aussi en lien avec la recherche qualitative. Voilà pour ce qui est de la leçon introductive. Alors tout à l'heure, on va se voir sur Teams à 16 h précisément. Ce sera l'occasion de revenir sur cette leçon, en particulier sur les aspects qui n'ont pas été bien expliqués ou bien qui ont été escamotés, étant entendu que le labo suit.